Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui la musique se livre sur ABBA et je suis ravi de recevoir Benoît Clerc pour ABBA la totale, publié chez EPA Éditions. Benoît, bonjour et bienvenue dans la musique se livre. Bonjour Rafi. Aujourd'hui, nous allons voyager dans les années 70 avec un groupe que tout le monde connaît, mais dont je n'ai à titre personnel jamais ressenti le besoin de posséder un seul disque, ABBA. Et pourtant, en évitant soigneusement tout contact avec le quatuor suédois, je dois admettre connaître pratiquement tous leurs hits par cœur. Comment est-ce possible, ou plutôt, comment faire autrement ? Avec 200 millions de disques vendus à travers le monde, il semble qu'il soit impossible de traverser un espace public ou d'allumer une radio sans tomber sur un refrain d'ABBA. Ils font partie de ces groupes qui se sont installés dans la bande-son collective de nos vies, qu'on le veuille ou non. Leur triomphe à l'Eurovision en 1974 avec Waterloo les a propulsés au rang de superstars, déclenchant une frénésie planétaire. S'ensuit des tournées mondiales, des hits en cascade comme Dancing Queen, Mamma Mia ou encore The Winner Takes It All. Impossible de passer à côté de ce phénomène. Si la carrière discographique du groupe s'arrête en 1981, l'affection du public, et cela sur plusieurs générations, sera sans faille, poussant ABBA à se reformer pour un ultime album en 2021. Mais aujourd'hui, ce n'est pas sur les grands succès que nous allons nous pencher. Vous n'avez pas besoin de nous pour cela. Et si ABBA n'était pas qu'une série de hits diffusés en boucle ? Avec mon invité Benoît Clerc, qui vient d'analyser l'intégralité des chansons du groupe titre après titre, nous avons choisi de prendre un autre chemin. L'idée de cette émission est justement d'aller au-delà de ces morceaux que tout le monde connaît. Nous n'allons donc pas diffuser les tubes historiques que vous avez sûrement déjà entendus des dizaines de fois, voire des centaines de fois. Non, l'objectif est de plonger dans les recoins plus confidentiels de leur discographie, là où, qui sait, quelques pépites cachées pourraient se révéler. Peut-être que derrière l'image polissée des superstars se cachent des morceaux plus audacieux, moins évidents, qui méritent qu'on leur accorde un peu d'attention. ABBA les hits, voilà comment nous aurions pu appeler ce numéro de la musique se livre pour tenter de découvrir ensemble ABBA autrement. Benoît Clerc, vous êtes auteur-compositeur, vous avez de nombreuses casquettes, mais depuis quelques années, on vous connaît surtout pour le travail acharné que vous réalisez dans la collection La Totale, puisque vous avez déjà à votre actif Queen la totale, David Bowie la totale, Prince la totale, Metallica la totale, et vous venez nous présenter ABBA la totale, alors que vous êtes actuellement en train d'écrire le prochain probablement. C'est une drogue de s'enfermer un an autour d'un artiste comme vous le faites ? Et c'est une drogue, oui, et c'est une drogue qui me convient parfaitement parce que j'aime ce travail méticuleux, être chez moi, travailler, et juste je sors une fois par an, c'est pour venir vous voir. Mais c'est bien ça, hein. C'est une mission qui se cale quasiment sur une année, puisque les livres sortent généralement entre octobre et novembre, parce que c'est de très beaux cadeaux de Noël. Enfin, je pense que ça rentre dans le, sans dénigrer le travail, ça rentre dans la démarche marketing. Donc vous avez un an, quel que soit le nombre de chansons, pour réaliser ce travail de recherche, d'iconographie, de texte, d'analyse. Exactement. C'est un an, à peu près un an. Oui. Bon. Et puis, disons 11 mois, et puisque j'essaie d'avoir 2 mois pour préparer l'écriture du livre, tout ce qui est mise en page, tout ça. Et après, 3-4 mois de documentation. Et puis après, mes calculs sont peut-être pas tout à fait justes, mais 6-7 mois d'écriture. Voilà. D'accord. Alors, nous connaissons votre capacité d'adaptation, et votre grande ouverture d'esprit. On vient de l'entendre avec les différents ouvrages. Mais alors, ABBA, pourquoi, comment, que s'est-il passé ? Alors, 2 choses. La première, c'est que déjà, j'adorais ABBA, mais je ne connaissais pas très bien. Je connaissais, comme la plupart des gens, les tubes, disons, voilà, le ABBA Gold, la compilation qu'on a tous eu ou vu une fois dans notre vie. Et puis, on travaille, nous, dans la maison d'édition EPA avec laquelle je travaille depuis 6 ans.
avec des coéditeurs américains. Donc c'est une discussion qui a lieu tous les ans. Quel est le titre qui va sortir l'année prochaine? Et là, il y avait quand même une grosse envie de la part des différents éditeurs de sortir un ABBA, parce que c'est quand même un groupe, voilà, comme vous le disiez, qui est quand même mythique, culte, et puis qui fédère souvent. Et je me suis plongé dedans avec passion, je vais vous dire, au fil de l'émission. Au début, en étant un petit peu réticent, parce que j'avais peur d'être un peu dépassé par les titres les moins connus et que ça ne me plaise pas trop, et j'ai adoré. Donc j'espère vous convaincre, j'ai 1 heure pour vous convaincre. C'est justement le sujet de ma question suivante, puisque bon, c'est pas un secret, je suis pas un grand fan de ABBA, et puis je vais endosser ce rôle longuement aujourd'hui, même si, alors qu'on sait que on s'entend généralement sur ce qui nous fait vibrer dans la musique et dans votre écriture. Mais bon, je suis pas un grand fan d'ABBA, même si évidemment on est obligé de leur reconnaître une efficacité absolue, notamment dans ces titres connus dont on a parlé dans l'introduction. On les retient immédiatement, on les fredonne à devenir fous. Moi, je vois le temps de travailler sur cette émission, je chante du ABBA depuis 5 jours. Enfin, c'est insupportable, ça sort pas de la tête. Et en plus, ça traverse les générations. C'est-à-dire que c'est vraiment un groupe qui a été apprécié par de nombreuses générations en suivant. Donc, je trouvais un peu dommage de faire encore l'émission sur les éternels classiques. Vous avez donc accepté de dire ABBA les hits, comme je le disais en introduction, et de proposer une sélection moins évidente. Je vous en remercie. Mais avant de débuter avec cela, j'ai une question. Quand on se plonge dans les albums de ABBA, est-ce qu'on découvre des pépites? Est-ce que derrière les tubes, il y a des morceaux plus surprenants, plus complexes, plus inattendus, ou finalement on va se heurter à découvrir que pas vraiment? Alors oui, puisqu'il y a une quinzaine de chansons. Si vous demandez aux gens de citer beaucoup de chansons de ABBA, ils vous en citeront une quinzaine, ce qui est déjà beaucoup. Je vous avais dit quand j'étais venu pour le Bowie que ce qui m'avait marqué, c'est que les gens disent toujours j'adore Bowie, mais ils sont incapables de citer 2-3 chansons, 3 chansons de Bowie. Bon, donc ça c'est une blague entre nous, Rafi. Mais pour ce qui est de ABBA, les gens connaissent plus de titres. Mais il y en a quand même plus de 100. Et donc les albums regorgent de pépites. Moi, je le pense vraiment. Et alors, vous avez 2 catégories de personnes à mon sens. Vous avez les vrais fans de ABBA, qui sont vraiment des fans hardcore, qui eux connaissent toutes les chansons, ils connaissent très très bien. Et puis vous avez le grand public qui connaît une quinzaine de chansons et qui adore ABBA, mais qui connaît une quinzaine de chansons. Et je pense que l'intérêt de ce livre est vraiment de se pencher sur les autres chansons, de découvrir évidemment la jeunesse des tubes, mais d'aller voir ce qu'il y a derrière les tubes, parce que il y a quand même beaucoup d'albums, sur chaque album il y a au moins 10 chansons, donc il y a plein de matière à découvrir. Donc, et puis il y a l'histoire de ce groupe et de ses couples. Enfin, vous allez nous raconter au fil de l'émission en filigrane l'histoire des fondateurs de ABBA. Alors on va voir cela tout de suite, puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet avec votre sélection qui débute par un morceau du premier album Ring Ring, sorti le 26 mars 1973. On écoute Love Isn't Easy et on aborde les débuts du groupe juste après ça. Do you remember the first time and all of your sweet, sweet talk? Ain't heard it a lot since then, love. Now look at that guy, he's making me cry. He leaves every morning and he hardly says goodbye. But if
Jamais je n'aurais imaginé qu'on allait aborder les Beatles en parlant de ABBA, et pourtant, l'influence du groupe de Liverpool est omniprésente dans cet album, dites-vous. Absolument, il faut comprendre que Benny Andersson et Björn Ulvaeus, qui étaient donc les compositeurs, Björn Ulvaeus était l'auteur et Benny Andersson le compositeur de pratiquement toutes les chansons de ABBA, étaient de grands fans de la musique américaine et britannique. Donc finalement, très peu de groupes suédois apparaissent dans leurs influences, voire pas du tout d'ailleurs, même si l'influence de la musique Schlager, qui est la musique du centre de l'Europe, on va dire l'Allemagne, et puis le nord de l'Europe, la Suède, qui est une musique très populaire, très presque, vous pouvez imaginer les gens habillés en tenue tyrolienne et de l'accordéon, parce que Benny Andersson fait de l'accordéon, il en a toujours fait, et on peut le voir sur des photos, animer des fêtes avec son accordéon, il joue dans son groupe de l'accordéon. Donc bon, bref, tout ça pour dire que c'est quelque chose qu'il revendique. Mais ils étaient tous les deux de grands fans de la musique américaine et britannique, et particulièrement britannique en ce qui concerne les Beatles, mais aussi de Fleetwood Mac par exemple. Donc c'est une influence qui est omniprésente dans les chansons du groupe, surtout jusqu'à 75, on va dire à peu près. Comment, c'est quoi la genèse de ABBA rapidement? Le groupe se forme comment? Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que c'est pareil, il faut tordre le cou à toutes ces idées qu'on connaît déjà, qu'on a entendu partout. C'est que ce n'est pas du tout un boys band ou un girls band. C'est pas du tout un groupe qui a été formé pour cartonner. Les 4 artistes de ABBA avaient déjà du succès avant de former ABBA. C'est-à-dire que les Benny Andersson et Björn Ulvaeus avaient chacun un groupe qui cartonnait en Suède. Ils auraient pu continuer leur carrière encore pendant 20 ans. Vraiment, c'était des groupes qui cartonnaient. C'était les Chats Sauvages et les Chaussettes Noires de Suède. Donc, Utenani Singers et Epstar, c'était 2 groupes qui cartonnaient. Et puis, Agnetha Fältskog et Annifrid Lyngstad, c'est pas évident à dire. Désolé pour mon accent. Elles chantaient, elles avaient toutes les deux vraiment une carrière en solo où elles accompagnaient d'autres artistes. Enfin, Agnetha, par exemple, on va les appeler par leur prénom. Agnetha, elle avait déjà fait beaucoup d'enregistrements. Puis elle aussi, elle avait une carrière vraiment qui décollait et il n'avait pas besoin de créer un groupe pour marcher. Il cartonnait, quoi. C'est une rencontre de 4 personnes. Voilà, d'abord les 2 hommes, et puis ensuite ils ont rencontré Agnetha et Frida, donc Annifrid, et puis ils ont décidé de travailler un petit peu comme ça ensemble pour s'amuser, et puis ils sont tombés amoureux. Donc les 2 couples se sont formés et l'histoire a commencé de cette manière-là. Bon, c'est quelque chose de très authentique en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. On a l'habitude quand on se reçoit de massacrer l'anglais, donc personne va nous en vouloir de massacrer le suédois. Je vous rassure, ça fait partie des traditions dans cette émission. Un an après, en mars 1974, sort le second album de ABBA avec Waterloo, le fameux. C'est l'année où ils vont exploser de manière internationale avec leurs prestations à l'Eurovision. Mais avant d'aborder ce disque, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Jan Schaffer, comme ça vous dites? Jan Schaffer. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur... c'est le moment où, dans le livre, où vous lui accordez une pleine page. Il semblerait que, on connaît, vous nous avez présenté les 4 membres qu'on voit, les 4 icônes de ABBA. Mais en fait, il y a quelques musiciens qui sont là pratiquement sur toute la carrière du groupe et qui sont pas anodins, notamment à ce qu'on va écouter, puisque je vous rappelle que dans quelques instants, on va écouter My Mama Said. Tout à fait. Non, mais... ce qui est intéressant alors moi c'est vrai que je prononce pas aussi bien que vous, je disais Jan Schaffer. Alors je peux dire Jan Schaffer. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire. Aujourd'hui tout est Björk ou c'est des trucs comme ça, non? Je sais pas. Je vais demander à la régie d'aller se renseigner sur les réseaux. Je pense qu'on doit prononcer comme ça. En tout cas, on va dire Jan Schaffer. Dites comme vous voulez. On sort son fil. Le guitariste de ABBA. En fait, les membres de ABBA, enfin Benny et Björn qui géraient vous dites bien Björn. Donc vous voyez bien que. Tout à fait. Qui géraient toutes les sessions d'enregistrement et les pré-productions comme les post-productions toutes les sessions d'enregistrement s'entouraient toujours des mêmes musiciens. Donc en fait, ce sont des musiciens comme Jan Schaffer à la guitare ou Roger Gunnarsson à la basse. On va en parler. Ce sont des musiciens qu'on peut trouver sur pratiquement tous les albums de ABBA, et ceux qui étaient encore vivants même sont apparus sur Voyage en 2021. Donc vraiment, c'est une histoire de famille et Jan Schaffer, lui par exemple, il jouait avec ABBA, donc il est très discret dans ABBA. Il y a quelques chansons où on peut entendre un solo de guitare de lui ou d'autres guitaristes, mais en général c'était assez discret. Par contre, il avait l'habitude d'accompagner d'autres artistes en tant que musicien de session ou en live, et donc son influence, on le voit en photo, il est beau en plus avec ses cheveux. Son influence est très intéressante parce que
il y a quelques chansons comme Mama Said où on lui a un peu laissé le champ libre et où Benny et Björn ont décidé d'expérimenter un peu du côté funk. Et donc moi j'ai voulu Le mot est lancé. absolument, j'ai voulu vous faire écouter ça, Rafi. Alors on va écouter My Mama Said. Tried to sneak out without saying, with my loudest record playing. Ooh, my mama said, look at this, you haven't done your bed. My mama said, that's the thing that you should do instead. Yeah, I did what she had told me, dying for my friend to hold me. Ooh, my mama said, try and get one thing into your head. My mama said, calling me will give you room and bread. How I wanna live my life, wanna live my life. La la la, la 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 life. In the morning she said, listen. Oh, I felt like in a prison. Yeah, my mama said, I know you've been out again with Fred. My mama said, don't you lie, your cheeks are blushing red. Oh, I wanna live my life, wanna live my life. La la la, la 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 life. Alors je disais tout à l'heure que je ne pensais pas qu'on aborderait les Beatles en parlant de ABBA, mais vous êtes un vrai provocateur, Benoît Clair, car je ne pensais pas non plus que vous citeriez Kool and the Gang et le funk dans votre description du moment My Mama Said que nous venons d'écouter. Oui, ben c'était un petit clin d'œil à mes amours funk. En effet, parce que j'ai trouvé qu'il y avait un groove en fait dans cette chanson pour un groupe qui est réputé pour être un groupe de pop ou alors de disco, mais de disco bling bling, hein, pas de pur disco. Parce que moi j'adore. Vous en parliez tout à l'heure. Moi j'adore certains types de disco. Je suis un grand fan de Donna Summer et des Vous productions en parlez Moroder et beaucoup, Bell George Hot. Moroder, ça vous reviennent souvent, Ah, on j'adore. va en parler tout à l'heure, mais ils reviennent fréquemment. J'ai toujours vénéré les années 75 et 76 et la production disco allemande, j'adore. Bon bref. Et donc du coup, je retrouve dans une ou deux chansons d'ABBA de l'époque vraiment quelque chose de très authentique qu'on trouve nulle part ailleurs dans leur discographie. Voilà. Alors, la force de la Totale, c'est que, parce que là on traverse les années, on illustre avec la musique, l'intérêt de ces livres, c'est qu'à chaque fois vous nous parlez de la genèse de la chanson et de la manière dont elle est réalisée. Donc s'il y en a certaines où on doit mettre l'accent, il faut pas se priver, parce que je vais pas à chaque fois vous demander quelle est la genèse des titres qu'on va écouter. Donc est-ce que sur My Mama Said, il y a des choses à retenir? Sur la Je chanson peux vous Mama prêter Said. votre livre si vous voulez. Parce Sur que la ça fait chanson longtemps que vous Mama l'avez écrit. Said. Oui, je ne sais pas. Ah bah oui, bien Parce que sûr. si on l'a choisi, il y a bien une raison. Non mais oui, non mais je pense que c'est surtout ce qu'on peut remarquer rien qu'à l'écoute. Je pense que les Ah oui. auditeurs vont tout de suite remarquer que ça n'a rien à voir avec le reste du disque. Et surtout, comme on en parlait tout à l'heure, Rafi, il y a un manque de cohérence clairement entre les chansons dans les premiers albums. Alors pas le premier qui porte le nom des quatre chanteurs, où il s'appelle pas encore ABBA. Ça se ressent pas trop, mais dans le deuxième et le troisième, là on est vraiment dans une recherche musicale où genre on part dans tous les sens et il y a tous les styles de musique qui apparaissent. Mama Said, c'est vraiment un exemple flagrant parce qu'on se demande bien ce que ça vient faire là. Et en intro vous avez passé Watch Out et là c'était pareil, ils voulaient faire du rock parce que c'était la mode du glam en Grande-Bretagne et ça se voit dans leur tenue, ils sont extrêmement influencés par ça, mais c'est pas ce qui leur réussit le mieux, ni la funk ni le rock glam. Non, ça, je me range. Effectivement, dans le livre, vous dites que le moment où ils vont commencer à trouver leur son, c'est dans le troisième album éponyme, qui s'appelle ABBA, tout simplement The Album, qui sort en avril 75. Quand on parle du son de ABBA, parce que vous tordez beaucoup le cou à plein d'idées reçues. Moi, c'est ABBA. On ABBA. en parlait, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, parce il y a eu un quiproquo Il y a un entre nous. quiproquo, exactement. C'est ABBA tout court. Ouais.
Et il y a beaucoup de vous tordez le cou à plein de choses que on parlait. Ah bah non, on n'est pas un groupe disco. Il y a quelques titres, mais on peut pas les résumer à ça. Néanmoins, le son ABBA, vous le définissez comment? Puisque on arrive à avoir un problème de cohésion, de cohérence sur les deux premiers albums, vous allez le dire. Mais après, est-ce qu'on est dans quelque chose de plus cohérent? Non, moi je pense qu'on peut pas définir le son ABBA. Je pense qu'on peut définir le son ABBA comment dire, selon certaines périodes d'ABBA. Vous allez avoir le son ABBA des débuts des 3 premiers albums qui va être un son un peu footrack avec un peu de tout, et on peut pas vraiment reconnaître que c'est du ABBA. Là, ce qu'on a entendu tout à l'heure, on aurait dit voilà, ils étaient fans des productions de Phil Spector, on aurait dit voilà que c'était très influencé par des trucs comme Waterloo par exemple. C'est le début, il est très inspiré de Dadu Run Run et de toutes les productions Spector, tout ça. Après, vous avez toute la période du milieu des années 70 que moi j'adore énormément, qui elle, je dirais, on sent aussi les influences de productions comme Elton John, vous voyez, comme Mad Men Across the Water, voilà, des productions avec des batteries qui sont très feutrées, c'est un son très chaud et très épuré. Et puis après, vous avez la période disco, dont on parlera tout à l'heure, mais la période disco qui a été très fugace finalement, très courte chez ABBA. Et puis vous avez la période synth-pop, que moi je définis de cette manière, vraiment les 2 derniers albums. Donc en fait, sur cette carrière assez courte, on parlera du comeback plus tard, mais sur cette période assez courte, où on a l'impression, quand on a une vision grand public avec ces hits, qu'on a affaire à un groupe monolithique qui a fait à peu près la même chose pendant 8-9 ans, vous nous dites que non, il y a bien des périodes, il y a bien des évolutions, et c'est ce qu'on va continuer de voir, puisque donc, comme je viens de le dire, ABBA, l'album ABBA sort le 21 avril 1975, on y trouve le fameux Mamma Mia, mais nous allons écouter plutôt Man in the Middle. Did you see that man in the limousine with a pretty blonde? He is 50 and the girl's only 17, but she doesn't care and she never will. If it's 95, she don't give a damn, just as long as he pays the bill. Did you see that man with a fat cigar? He just left his lunch with a belly full of lobster and caviar. He can choose a wine from a vintage hill. He will drink champagne in his limousine when the rest of us drink a beer. 'Cause he's the man in the middle, never second fiddle, just like a spider in a carpet. Hard as a hammer, not the kind of boss you double cross. 'Cause he's the man in the middle, knows the way to diddle. He's never bothered by his conscience, deals with the devil 'cause he wants to be man in the middle, the middle, the middle. In the middle, in the middle, in the middle. But you see that man made a big mistake. Even though he's got all the servants and a mansion beside a lake, and the money too, all that he can spend. He can buy the most, nearly anything, but he can't buy an honest friend. 'Cause he's the man in the middle, never second fiddle, just like a spider in a carpet. Hard as a hammer, not the kind of boss you double cross. 'Cause he's the man in the middle, knows the way to diddle. Alors bon, quand vous m'avez annoncé que votre prochain livre serait sur ABBA, vous avez vu ma tête, et j'ai l'impression qu'avec certains morceaux de votre sélection, vous cherchez à me convaincre. En tout cas, je vous remercie, car je découvre que loin du disco dont nous avons parlé quelques instants, et des paillettes auxquelles on associe le groupe suédois systématiquement, il se cache quelques pépites funky. Parlez-nous de ce morceau Man in the Middle et du saxophoniste Ulf Andersson. Là, je pense que je suis bon au niveau prononciation. Ben voilà, non mais et que vous avez vraiment bien vu Rafi. Moi, j'avais envie de je sais que vous aimez un peu le funk, Oh, n'est-ce si pas peu.
et du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais essayer un peu de le convaincre. Mais les morceaux qui suivent derrière seront un peu moins funk, parce qu'il n'y en a pas eu 50 000. Mais non, mais c'est intéressant, parce que là, on entend par exemple du clavinet à gogo pendant toute la chanson. Il faut comprendre que, et à mon avis, on aura l'occasion d'en reparler. Peut-être que je vais me faire des ennemis, mais je l'assume. Et je me suis rendu compte, si vous voulez, que ABBA, comment dire, ils avaient toujours un petit coup de retard en fait par rapport à leur époque, vous voyez. Et en fait, c'était pas un groupe qui était en avance sur son temps musicalement. C'était plutôt un groupe qui s'inspirait beaucoup et qui créait des mélodies absolument phénoménales. Et c'est pour ça qu'ils ont eu un tel succès et ils étaient très très doués pour ça. Mais au niveau créativité, ils avaient plutôt tendance à s'inspirer de ce qui se passait. Tout à l'heure, je parlais de Kool and the Gang parce qu'en effet, ils avaient dû tomber amoureux d'un morceau de Kool and the Gang, donc ils se sont dit, ah, on va s'inspirer de ça. Et là, pour Man in the Mirror, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est le clavinet. Voilà, je veux dire, le clavinet, il a fait ses preuves avec Stevie Wonder plutôt. Et donc du coup, il décide de l'utiliser. Et en fait, quand ça sort, c'est déjà en retard, quoi. Je veux dire, ouais, en 75, on n'a plus envie d'entendre ça. On est déjà parti sur autre chose. Et on le verra tout à l'heure quand ils vont arriver sur la disco. En fait, ils arrivent trop tard, quoi. Ils arrivent trop tard. Ils vont sortir un album disco génialissime, vraiment avec que des tubes. Mais c'est pareil. Ils arrivent au moment où on brûle les disques aux États-Unis. Donc, on en parlera tout à l'heure. Voilà. On va pas brûler de disques quand même, non, on va pas brûler là-bas. Je suis passé un peu vite sur Waterloo et l'Eurovision. Est-ce qu'il y a besoin de dire quelque chose? C'est souvent un marqueur, on nous rappelle que ABBA gagne l'Eurovision et que ça serait le début, enfin en tout cas il y a une exposition mondiale. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Tout a été dit, est-ce que pour vous c'est... Non, c'est très important d'ailleurs, j'ai dit Man in the Mirror, c'était Man in the Middle. J'ai pas voulu vous reprendre parce que déjà qu'on va avoir un problème avec les fans de ABBA, en plus on vient de se mettre à dos les fans de Michael. Donc là, on est foutu. Non, mais j'étais lancé dans mon explication. Oui, ce qui est intéressant avec Waterloo, c'est que en fait, on a l'impression qu'ils sont devenus ultra célèbres à partir de Waterloo, ce qui est une erreur. Ils ont bien galéré après Waterloo. C'est-à-dire que, en fait, l'album sur lequel il y a Waterloo est un album, comme on le disait tout à l'heure, un peu foutraque, qui manque de cohérence. Et du coup, quand sort Waterloo, tout le monde s'attend à avoir un album rempli de tubes comme Waterloo, et c'est pas vraiment le cas. Ce sont des chansons qui se cherchent, comme on disait. Il aura fallu travailler beaucoup après Waterloo pour revenir vraiment, pour convaincre, pour vraiment pour convaincre après cet essai. Vous pensez que c'est rétrospectivement? C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a eu le succès, on s'est dit ah mais en fait ils avaient gagné l'Eurovision et après on était très contents de se rappeler de ça. Je pense qu'il y avait un buzz qui montait après Waterloo, mais pendant un an après Waterloo, il s'est pas passé grand-chose finalement. Il a fallu vraiment qu'ils enfoncent le clou avec quelque chose de plus fort après. Voilà. D'accord. Il faudra attendre un petit peu. C'est ce qu'on vient d'entendre donc avec l'album ABBA. On va continuer d'avancer parce que chez ABBA, il existe aussi des inédits, figurez-vous. On n'a pas eu tout au moment de la sortie des albums. Il y a eu des éditions, il y a eu des rééditions avec des outtakes et des inédits. Vous êtes aussi penché dessus puisque vous abordez vraiment tout dans ce livre. On va écouter Crazy World. Alors vous comparez ce morceau aux grandes ballades 70s d'Elton John, Journey et Kate Bush. Rien que ça. Carrément. Enfin voilà, vous y allez. Vous dites même que bien des amoureux sont passés à côté de leur premier baiser à la suite de la mise à l'écart de cette délicate chanson. Ah mais ça c'est mon côté fleur bleue, ouais, je n'y peux rien. Et alors Crazy World, c'est une chanson très simple chantée par Björn Ulvaeus et en réalité elle est toute simple, mais les parties de cordes sont sublimes. La chanson a un sujet également qui est assez universel, une jalousie qui en fait n'est pas qui part sur un quiproquo et dans un couple et en fait c'est une très belle chanson et je pense que les gens qui aiment beaucoup ABBA, le ABBA des années 70 et qui aiment également on parlait de Madman Across the Water, moi c'est un album que j'adore. Comme Monkey Château, c'est les albums d'Elton John que j'adore. Et ce son, on le retrouve un peu dans cette chanson-là, avec, comme je disais tout à l'heure, les batteries très feutrées, le son très chaud et une voix en avant et une mélodie hyper efficace. En deux mots, parce que j'arrête pas de faire des digressions et donc on va encore être en retard. Vous avez dit donc il y a un auteur principal des textes dans le groupe. Ça parle de quoi les chansons d'ABBA? Alors les chansons d'ABBA, il y a plusieurs phases. Il y a deux phases d'ailleurs qui sont assez flagrantes, on va dire, assez marquante, c'est que vous avez toute la première période de ABBA jusqu'à la séparation en fait de Björn et Agnetha en 79.
qui va parler, ça va être des chansons d'amour, des bluettes, vraiment, des choses très simples. Ou alors, comme avec Man in the Middle, voilà, des espèces de capsules comme ça qui parlent d'autre chose, mais souvent des chansons d'amour. Et après 79, vous allez avoir une dégringolade des sujets abordés. Et ça va aller vraiment plus vers la rupture, vers la séparation, voire même vers la fin du monde, la politique. Enfin, vraiment, c'est la guerre froide on est en plein dans la guerre froide, toutes ces choses-là. Donc ça devient beaucoup plus sérieux à la fin d'ABBA, mais on en parlera tout à l'heure. I was up with the morning sun, couldn't sleep, so I thought I'd take a walk. I was thinking of you and me, and I went to your house 'cause I had to talk. I could hardly believe my eyes when I saw this guy closing your front door. Had a feeling of emptiness like I never had before, and I closed my eyes. Will you leave me, girl? Then I realized it's a crazy world. As he disappeared in his car, I was stunned and I didn't know what to do. Everything I had ever dreamed, everything in my life's a part of you. And I just couldn't move my feet, so I stood on the pavement as you came out. You acted as you didn't know what it was all about. And I closed my eyes. Will you leave me, girl? Then I realized it's a crazy world. Octobre 1976, Arrival, 4e album de ABBA sort dans les bacs. On y trouve le magnifique Dancing Queen ainsi que Money Money Money. Dans La musique se livre, nous allons plutôt écouter That's Me. Et on en parle avec vous, Benoît Clair, juste après. Are you sure you wanna hear more? What if I ain't worth the while? Not the style you'd be looking for. If I'm sweet tonight, things look different in the morning light. I'm jealous and I'm proud. If you hurt my feelings, I cry. I'm loud. I'm carrying out the kind of girl you marry. That's me. Are you sure you wanna hear more? Would I be the one you see, mild and meek like the girl next door? Don't you realize I may be an angel in disguise? It's lonely to be free, but I'm not a midsummer. I'll never be. I'm carrying up the kind of girl you marry. That's me. Benoît Clair, dans votre livre ABBA la totale, vous posez la question, alors je vous la pose, qui est cette Carrie évoquée dans la chanson? Ah oui, alors là, attention, peut-être que des fans de ABBA vont On dire les mais aime. qu'est-ce qu'il raconte Qu'est-ce qu'il celui-là raconte Mais on lui avec fait cette- confiance. C'est le principe d'être auteur, hein. Vous écrivez le livre, c'est pas pour faire des fiches Wikipédia, c'est aussi pour nous raconter votre vision de tout ça. Oui, alors
sur cette chanson-là, j'ai pris le risque. Je me suis un peu aventuré dans mes amours cinématographiques, puisque moi, je suis un immense fan de Brian De Palma. Et il faut dire que Björn et Benny l'étaient également. C'était des grands fans de Stephen King, qui avait écrit le roman Carrie, et de Brian De Palma, qui avait réalisé le film Carrie. Et donc, dans cette chanson, elle raconte en fait qu'elle est une gentille femme, mais qu'il faut qu'on se méfie d'elle, parce que si on se comporte mal avec elle, on pourrait avoir de mauvaises surprises. J'ai donc imaginé que Benny et Björn avaient emprunté ce prénom au personnage incarné par Sissy Spacek dans le film de Brian De Palma, qui nous a tous marqués, évidemment. en tout cas. Mais voilà, c'est ma vision des choses. Parce que quand on lit beaucoup d'interviews de Benny et Björn, c'est des noms qui reviennent. Ce sont des noms qui reviennent tout le temps. Alors c'était surtout Benny qui écrivait les textes, Björn pardon, qui écrivait les textes, était un immense fan de Stephen King. Et donc on retrouve beaucoup de références à Stephen King dans quelques chansons, on va dire, pas dans beaucoup, mais dans quelques chansons. Et donc c'est un sujet qui revient régulièrement dans les interviews. Donc voilà. Vous racontez que à ce moment-là, le groupe assume la direction disco qu'il prend, on y revient sans cesse, mais que sur That's Me, ils vont viser des tempos plus élevés. Oui, parce qu'en effet, alors ça c'est pareil, hein, je me suis amusé à décortiquer un peu. Moi j'aime bien la disco. Alors désolé, je dis toujours la disco. Mais vous dites comme vous voulez. C'est mon truc, je dis la disco. J'ai toujours dit la disco. Alors, je suis désolé pour Belkacem qui va m'en vouloir. Non, alors justement pas du tout. Belkacem refuse cette guerre de chapelle. Voilà, moi je dis la funk et la disco. Exactement. Voilà, nous avons fait un très bel épisode de podcast avec Belkacem où justement nous avons tué cette histoire de le et là. Voilà. Donc vous pouvez y aller. Voilà, c'est une musique, donc c'est là. Voilà, bref. Alors Belkacem Méziane pour nos auditeurs, parce qu'on a l'air comme ça de parler comme si on était dans notre salon, qui est un auteur que j'ai reçu plusieurs fois et qui a publié des livres par genre. Donc il a écrit un livre sur le disco, sur le funk, le R&B, le rhythm and blues. Et donc voilà, je l'ai reçu à plusieurs reprises et c'est vrai qu'on aime bien s'y référer sur ces sujets. On dit Belkacem, on n'est pas là pour... Tout à fait. Il faut bien préciser aux personnes qui nous écoutent qu'elles puissent comprendre de quoi on parle. Et je vous invite à écouter ces autres numéros de La musique se livre. Voilà. Alors, Benoît Clair, oui, alors le tempo de That's Me. Oui, moi en fait, si vous voulez, tout à l'heure on parlait des productions de Giorgio Moroder, de Donna Summer. En 75, en 76, surtout 76 quand Donna Summer vraiment arrive au top, la disco c'est quoi? C'est Love to Love You Baby, c'est des trucs... La disco est très sulfureuse et puis elle est très sensuelle, elle est très sexy la disco à ce moment-là. C'est pas du tout la disco de la fin des années 70 qui est un peu putassière, j'ai envie de dire. C'est-à-dire vraiment qui est vraiment de la disco pour les boîtes de nuit et rien d'autre. Là, on est en 75-76 surtout 76 sur une disco qui est très groove, qui est très lente, qui est très riche. Hein. Moi, c'est vraiment pour moi vraiment une année mais vraiment magnifique au niveau de la disco, j'adore. Et quand vous écoutez l'album Love to Love You Baby ou Love Trilogy de Donna Summer, par exemple, le suivant, ce sont des albums qui sont très, 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 très langoureux, quoi. Là, on a quelque chose qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que That's Me, c'est de la disco, entre guillemets, parce que ça, on en reparlera tout à l'heure. Pour moi, c'est pas de la disco, hein. Pour moi, c'est pas parce qu'il y a du pied qui tape tous les temps que c'est de la disco. Mais là, vous avez quelque chose qui va très vite. Et on en parlait en rigolant, en écoutant la chanson. Ça fait presque penser à Six Sex and Son, la chanson des bronzés. C'est assez rigolo. Et donc, du coup, voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on n'entend pas tellement à l'époque, une disco qui va aussi vite. On a beaucoup dit, on va en parler plus tard. Mais l'émission avance et il y a des choses dont il va falloir parler à un moment donné parce que il y a plus beaucoup de plus tard. Je vois qu'on me fait les gros yeux derrière la console. Fin 1977 sort le fameux ABBA The Album, pour le coup, qui va être accompagné de ABBA The Movie. Est-ce que vous voulez nous parler de ce film avant qu'on aborde l'album? Oui, je vais en parler en deux mots. Le groupe qui n'a pas fait beaucoup de tournées, on aura l'occasion d'en parler peut-être tout à l'heure, c'était pas un groupe de scène du tout, ABBA, même s'ils ont fait quelques tournées qui étaient triomphales, mais bon, c'était pas vraiment un groupe de scène. Les deux chanteuses détestaient la scène, elles détestaient être loin de chez elles détestaient la scène, elles voulaient être chez elles en studio avec leurs enfants, et je les comprends d'ailleurs, parce que c'est quand même plus séduisant. Et le groupe part en Australie où ils sont vraiment accueillis vraiment comme des stars. Hein. L'Australie, c'est vraiment la deuxième patrie de ABBA. Et ils décident de faire... À la base, on voulait faire un documentaire, et puis en fait, ça se transforme en film scénarisé. Et puis, on a un objet vraiment étrange. Hein. Le film ABBA The Movie est vraiment bizarre. Il est vraiment marqué par son époque. Il est un peu kitsch, mais il est rigolo quand même. Hein. Il est très suédois. Enfin, c'est vraiment particulier. Et il y a plein de séquences qui s'enchaînent. Enfin, c'est un peu étrange. C'est un peu les rois du gag version musique. C'est
un peu bizarre. Et l'album, lui, en revanche, qui est enregistré avant la tournée et qui est peaufiné après la tournée, il réenregistre des parties qui apparaissent dans le film, tout ça, c'est un peu un micmac pas possible. Il traduit aussi une envie de la part de Benny et Björn de se lancer dans la comédie musicale. Et donc, en fait, on voit quelques passages de la comédie musicale qu'ils souhaitent écrire dans le film. Et puis, trois des morceaux sont conservés pour l'album, ils sont en fin d'album, ils apparaissent aussi dans les tournées, mais les gens comprennent pas trop ce qui se passe. C'est vraiment une période charnière, mais c'est un album qui est phénoménal, qui est vraiment magnifique. Alors, The Album contient, entre autres, Take a Chance on Me, mais vous avez préféré nous gratifier d'un titre avec de la flûte qui s'appelle Move On. Vous y trouvez de l'influence folk à la Fleetwood Mac en quelques secondes. Tout à fait, et d'ailleurs j'ai mis mon t-shirt Fleetwood Mac pour l'occasion. Je vois ça. Oui, il y a quelque chose de très... de très folk, vous allez l'entendre si vous la diffusez. C'est une chanson qui est très simple, qui est très belle. Il y a de la voix parlée, ce qui donne un côté un peu kitsch. Mais il y a Björn qui parle, il y a Agnetha qui chante, et les refrains sont incroyables. C'est très marqué milieu des années 70. Hein. C'est vraiment, ça nous fait voyager. Et là, on comprend bien que ABBA n'est pas du tout un groupe de disco en entendant ça. They say a restless body can hide a peaceful soul. A voyager and a settler, they both have a distant goal. If I explore the heavens, or if I search inside, well, it really doesn't matter, as long as I can tell myself I've always tried. Like a roller in the ocean, life is motion, move on. Like a wind that's always blowing, life is blowing, move on. Like the sunrise in the morning, life is dawning, move on. How I treasure every minute, being part of, being in it, with the urge to move on. I've traveled every country, I've traveled in my mind. It seems we're on a journey, a trip through space and time. And somewhere lies the answer to all the questions why. What really makes the difference between all dead and living things? The will to stay alive. Les sorties d'albums de ABBA sont métronomiques et en avril 1979, le groupe publie Voulez-vous, fameux Voulez-vous. Pour vous, c'est l'année 1979 qui ouvre véritablement l'ère disco de ABBA. Donc on tourne autour depuis tout à l'heure, mais là avec cet album, vous l'avez un peu dit, hein, même si c'était un peu en retard, c'est l'album qui ouvre cette ère. C'est aussi l'année où Agnetha et Björn se séparent. Tout à fait. Ça ouvre l'ère disco d'ABBA et ça la clôture également. Exactement. Parce qu'en fait, il y a qu'un album disco d'ABBA. C'est celui-là, c'est Voulez-vous. Et même dans Voulez-vous, il n'y a pas que de la disco. Il y a d'autres choses. Mais clairement, le groupe a décidé de faire de la disco avec cet album. Tout est réuni. La pochette d'album qui est prise dans la boîte de nuit Alexandra de Stockholm. La photo, pardon, qui est prise là-bas. Les costumes. C'est vraiment... Enfin, moi, je revois mon enfance. Enfin, je suis né en 79, mais je revois vraiment les vêtements de mes parents quelques temps après ma naissance. Bon, bref. C'est vraiment l'album disco de ABBA. Et vous tournez la page sur une chanson, d'ailleurs, qui s'appelle Summer Night City, qui est une chanson qui n'est pas sur un album, qui est vraiment, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû vous la proposer. On invite tout le monde à l'écouter. Voilà, qui est la chanson la plus disco d'ABBA. Il n'y a pas plus disco, là on arrive au top, et d'ailleurs ça a fait un flop, hein. Ça n'a pas très bien marché. Donc ça prouve que vraiment ils étaient un peu en retard. Et pourtant cet album est une référence en matière de disco. Surtout le morceau
que vous allez passer. Eh oui, parce que l'album s'ouvre sur As Good As New. On a une époque où la fièvre du samedi soir et le carton des Bee Gees n'échappent pas à Björn et Benny. Une fois encore, je vois que vous tentez de me faire du charme puisque vous évoquez la ligne de slap à la Bernard Edwards de Chic dans votre livre, rien que ça. Nous sommes donc encore une fois devant du disco funk à la ABBA où le duo, alors on va rester sur Janne Schaffer et Rutger Gunnarsson dont on a peu parlé, sont au cœur du groove. Tout à fait. S'il y a quelque chose que j'ai découvert en me plongeant dans cette émission, c'est le bassiste. Ah oui, parce que Gunnarsson, c'est lui qui a fait la ligne de basse de Dancing Queen et puis plein d'autres lignes de basse. C'est lui qui faisait la plupart des arrangements de cordes du groupe. Et alors là, j'ai choisi cette chanson parce que clairement, avant même de faire le livre, avant même d'écouter ABBA, c'est une des chansons qui m'a le plus marqué quand j'ai découvert ABBA il y a une vingtaine d'années. J'ai acheté l'album Voulez-vous, je crois, dans une brocante et j'ai mis l'album et j'ai entendu cette introduction. Moi, je suis un fan de Silver Convention, qui était un groupe de disco du milieu des années 70, qui avait beaucoup de violons, qui faisait de la disco très langoureuse et souvent instrumentale avec 3 chanteuses, mais souvent instrumentale, et il y avait beaucoup de violons, et là vous allez avoir une introduction qui est phénoménale, c'est-à-dire que vraiment c'est grandiose, et c'est Gunnarsson qui vous dites que pour vous, si au tout début de leur carrière, ils n'ont pas pu passer à côté des Beatles et qu'ils le revendiquent, là vous dites quand même qu'ils n'ont pas pu passer à côté du succès des Bee Gees et que quand même il y a eu un impact. Enfin, oui, totalement. C'est pas qu'une interprétation. Les Bee Gees et puis Andy Gibb également, le jeune frère qui cartonne avec Shadow Dancing à l'époque. Et en fait, on a un groupe qui décide carrément une fois de plus de s'inspirer. Et là, ils décident d'aller tous les deux, Benny et Björn, au studio à Miami où les Bee Gees ont enregistré, et ils décident d'aller voir ce qui s'y passe alors qu'ils n'ont jamais enregistré ailleurs qu'en Suède. Pardon. Et ils y vont quelques jours et puis ils enregistrent quelques trucs, ça se passe bien, ça se passe pas trop bien, et puis ils rentrent en Suède et puis finalement ils décident de tout réenregistrer, chose qui n'apparaît pas dans la plupart des livres, mais en fait que Benny a confirmé il y a quelques années. Et on sent quand même le son de Miami, le Miami Sound, c'est-à-dire vraiment quelque chose de très propre, de clinquant et de très bling bling, quoi. I never know why I had to go, why I had to put up such a lousy rotten show. Boy, I was through, packing all my stuff, saying I don't need you anymore. I had enough, and now look at me standing here again, 'cause I found out that my life is here, glad I have you near. As good as new, my love for you, and keeping it that way is my intention. As good as new, and growing too. Yes, I think it's taking on a new dimension. It's as good as new, my love for you, just like it used to be and even better. As good as new, thank God it's true. Darling, we were always meant to stay together. Nous ne nous arrêterons pas sur l'album Super Trooper, c'est votre choix, et nous voilà en novembre 1980 avec The Visitors, dernier album du marathon discographique débuté en 1973. Cette année 81 s'ouvre sur divers bouleversements, encore des histoires de couple, puisque Björn se marie tandis que Benny et Frida divorcent, sauf que Benny a déjà dans le collimateur une journaliste de 37 ans. Bref, ABBA, c'est amour, gloire et beauté. Vous dites qu'il règne un climat délétère en studio. Est-ce que, comme les Beatles, lorsqu'ils enregistrent ce disque, ils savent que c'est la fin ? Ah oui, totalement. Alors, on a fait l'impasse sur Super Trooper parce que on avait fait une émission sans hits et que Super Trooper, ce ne sont que des hits sur Super Trooper, notamment la chanson Super Trooper qui doit être, je pense, ma préférée d'ABBA, que je vénère totalement. Mais voilà, on n'a dit pas de hits, alors on est passé. Oui, le dernier album, qui est un album vraiment méconnu des novices, mais alors même pas tellement apprécié, on va dire, des plus grands fans. C'est un album un peu à l'écart, à la marge. Et là, en effet, on est sur la fin d'une histoire.
Alors là, on est passé vite en 1 heure, mais si vous Oui. lisez les C'est le but. 630 pages du Bah, c'est livre, quand même le but. vous serez touché par cet épisode vraiment de fin de règne parce que on a une montée en puissance comme ça pendant toute leur carrière avec des sentiments de l'amour, quelque chose de très très fort, que ce soit les relations amoureuses des deux couples, mais aussi leur relation amicale à tous les quatre, où ils étaient tout le temps sur leur île de Vixo à composer en famille avec leurs enfants. Enfin, c'était quelque chose de très très fort. Et là, on a tout ça qui se délite en fait vraiment à l'heure qu'arrivent les années 80. Et pour ceux qui ont vécu les années 80, moi, j'en garde un souvenir, même si c'était une période forte et plutôt légère. C'était quand même une période un peu sombre, je trouve. C'est-à-dire que quand j'y repense, je revois les costumes, je revois les vêtements, je revois l'ambiance. Et je trouve qu'il y avait un truc un peu glauque dans les années 80. Et ça, on le ressent en fait. On sent qu'ils arrivent. Ils entrent dans une époque un peu glauque qui les dépasse complètement parce que c'est un groupe joyeux, c'est un groupe plein de vie, et ils vont disparaître totalement après cet album et ils s'arrêtent complètement de produire et Benny et Björn vont aller vers autre chose. On va en parler. Justement, vous avez vendu la mèche tout à l'heure. Benny et Björn ont des envies de comédie musicale. Ils rencontrent Tim Rice, auteur de Jésus-Christ Superstar. Vous dites qu'on ressent cela dans I Let Music Speak. Et je pense que les gens qui écoutent vont s'en rendre compte. I'm hearing images, I'm seeing songs no poet has ever painted. Voices call out to me, straight to my heart, so strange, yet we're so well acquainted. I let the music speak with no restraints. I let my feelings take over, carry my soul away into the world where beauty meets the darkness of the day, where my mind is like an open window, where the high and healing winds blow. From my shallow sleep the sounds awake me. I let them take me. They awake me, and I let them take me. ABBA va mettre en scène leur séparation dans un clip, racontez-vous. Il s'agit du single Under Attack, qui malheureusement va être un flop et ne laissait aucun doute au groupe quant à sa fin annoncée. Oui, tout à fait, mais ils le savaient déjà puisque quand on voit le clip est mis en scène pour préparer les fans, puisqu'à la fin du clip, en fait, pendant tout le clip, on les voit déambuler dans une espèce de hangar et on les voit quitter le hangar les uns à côté des autres, donc amis, pas du tout brouillés. Et on les voit partir vers la lumière, vers une porte qui s'ouvre, et on les voit quitter le champ. C'est étrange comme volonté de mettre en scène, de dire au revoir de cette manière. C'est souhaité, c'est une analyse a posteriori. Non, c'est souhaité. C'est souhaité, et d'autant qu'ils n'ont pas mis fin au groupe. Ils se sont mis en pause. Donc en fait, pendant 40 ans après, ils n'ont rien fait sans jamais avoir séparé le groupe, ou splitté, ou que sais-je. Et cette chanson Under Attack, c'est étrange parce qu'il y a plusieurs chansons, il y a Under Attack, mais il y a aussi quelques outtakes, quelques inédits, des chansons qui ont été enregistrées, qui sont parues sur des compilations ou qui sont parues, qui sont arrivées sur des phases B, des trucs comme ça. On sent vraiment qu'ils étaient prêts, Benny et Björn, ils étaient prêts pour le début des années 80. Ils étaient prêts pour entrer dans la phase de synth-pop, les trucs à la Kim Wilde, tout ça. Ils étaient prêts pour ça, quoi. Et en fait, ils vont pas le faire avec ABBA parce que ça marche plus du tout. ABBA est rincé, ringard. Ils vont le faire avec Chess, leur comédie musicale, et avec le tube mondial One Night in Bangkok. D'accord. Voilà. Qui vient de Qui est là. signé de ouais. Bon, on va écouter un tout petit bout d'Under Attack avant de parler du voyage. Don't know how to take it, don't know where to go. My resistance running low, and every day the hold is getting tighter, and it troubles me so. You know that I'm nobody's fool, and yet it's clear to me I don't have a strategy. It's just like taking candy from a baby, and I think I must be under attack. I'm being attacked.
le groupe ne se sépare pas. Il se met en pause, dites-nous, vous nous dites, alors qu'on avait l'impression, voilà, que c'était la fin de ABBA et qu'il y avait eu une séparation. Le groupe va continuer de rentrer, enfin va poursuivre sa légende, puisque même si après 80 il ne se passe pas grand chose, alors il y a des comédies musicales et des side projects, mais enfin il ne se passe pas grand chose sous le nom de ABBA. Ils vont continuer d'être écoutés par de nouvelles générations. C'est relancé par le carton de Mamma Mia sur scène et au cinéma. Le fantasme d'une reformation, d'un retour arrive dans les années 2000 à peu près. Enfin ça revient fréquemment, mais en 2000 ça commence, à partir des années 2000 ça commence à bouillonner. Ça reste l'Arlésienne. On n'y croit plus. Et en 2021, un nouvel album accompagné d'une tournée holographique est annoncé, Voyage, l'ultime disque à ce jour qui sort le 5 novembre. Est-ce une réussite? Est-ce que le retour est gagnant? Ah, le retour, il est plus que gagnant parce que, alors, déjà, ce ne sont pas des hologrammes. Tout le monde dit que ce sont des hologrammes. Oui, enfin, c'est pas eux. C'est dans le sens où c'est pas eux, mais c'est pas des hologrammes. Ce ne sont pas des hologrammes parce qu'ils ont vu un spectacle d'hologrammes. Ils ont trouvé ça abominable. Ce sont des avatars. Voilà. Des avatars. Des avatars. Et ils ont décidé justement de ne pas faire des hologrammes parce qu'ils trouvaient ça mauvais. Et ils disaient que si les gens dans la salle se déplaçaient, ils voyaient juste le profil de l'hologramme, c'était tout pourri. Ils ont décidé de faire une projection. Tout à fait. Donc, ils se sont enfermés dans un studio avec 150 techniciens qui les ont filmés Donc, ils les ont modélisés en 3D, etc. Voilà. Et puis, en motion, vous allez m'aider. Capture, tout voilà, ça. motion capture. Et donc, ils les ont modélisés, ils en ont fait des personnages 3D. Et donc, le retour est plus que gagnant. Alors, c'est pareil, je veux dire, qui d'autre que ABBA est capable de créer sa propre salle de concert à Londres, parce qu'ils ont monté leur propre salle de concert qui est démontable. Et donc, ça tourne depuis des années, et c'est complet depuis des années. Et le jour où ils le souhaiteront, ils démonteront leur salle de concert pour aller la transporter en Europe ailleurs. Enfin, il n'y a que eux pour construire leur propre salle de concert, la ABBA Arena. Et ça cartonne. Et le disque? Et le disque a cartonné. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant, mais qui fait un peu vieilli. C'est-à-dire qu'il y a plus la fraîcheur de ABBA. Et c'est pas la faute de leur âge, hein. C'est, la musique est la même, en fait, que dans les années 70. Sans le côté jeune des interprètes qui souhaitent apporter quelque chose de nouveau. Néanmoins, ça fonctionne. Il y a une chanson qui date des sessions de Voulez-vous, qui s'appelle Just a Notion. Et il y a des perles, mais il y a un mélange d'influences. On sent les influences de Benny Andersson, vraiment de la comédie musicale, de l'opéra, de toutes ces choses-là, de la musique classique. Et j'ai choisi une chanson qui s'appelle Ode to Freedom, qui est magnifique, je trouve, mais c'est pas du ABBA, c'est quelque chose de... Alors justement, ça clôture cette émission, comme ça clôture l'ère discographique de ABBA. Pourquoi ce choix? Pourquoi? Parce que j'ai vu une vidéo, plusieurs fois, je l'ai dû la voir 100 fois, une vidéo de Benny Andersson accompagné par divers musiciens qui interprétaient cette chanson en l'hommage de l'Ukraine, au moment où l'Ukraine a été envahie. Et j'ai trouvé ça vraiment, je vous conseille de regarder ça sur YouTube, vraiment ça tire des larmes, quoi, ça tire les larmes. Et du coup, je suis revenu sur cette chanson, je l'ai réécoutée, j'ai travaillé sur cette chanson, et je trouve que c'est une chanson magnifique. Benoît Clair, merci d'être venu une nouvelle fois dans La musique se livre. J'imagine que vous êtes déjà sur un prochain volume. J'ai presque terminé le prochain volume. Et donc vous êtes tenu au secret. Tout à fait. Bon, il faut vous suivre sur les réseaux, parfois il y a des indices, non? Et on va attendre encore un petit peu le temps que ça se termine complètement. Bon, très bien, en tout cas vous viendrez nous le présenter. Je rappelle pour celles et ceux qui auraient des troubles de la mémoire que vous venez de sortir ABBA, la totale, chez EPA Édition. Ça a quand même été le thème pendant l'heure qui vient de passer. Pour ma part, je vous retrouve le mois prochain avec un nouvel auteur et un nouvel artiste. Au revoir, merci Benoît Clair. Merci Rafi.